Salut à tous et bienvenue sur ce petit tour d'actualité du mois de septembre sur les énergies renouvelables et le photovoltaïque. Donc on revient sur la thématique principale de cette chaîne, de ma chaîne YouTube, de cette chaîne qui est la vôtre en fait. Donc, alors j'ai fait plusieurs vidéos qui n'avaient rien à voir avec le photovoltaïque, dont une dernière où j'essayais de réfléchir et de poser le débat différemment concernant le point de vue de l'immigration et de l'écosystème et donc de la théorie de Darwin. Alors je sais que c'était un débat qui allait être controversé. J'étais assez surpris, il y a eu très peu de réactions et très peu de commentaires. Je m'attendais à prendre une sacrée douche, une douche froide, et puis finalement, pas trop de réactions. Alors j'ai pas relayé cette vidéo sur mes réseaux sociaux, donc elle a eu une portée très limitée, mais il y a eu, voilà, c'est assez significatif. Je pensais qu'il fallait le faire à un moment donné pour attaquer le sujet de façon dépassionnée, puisque c'est un sujet qui maintenant va être, il est d'ailleurs de plus en plus présent, il y a de moins en moins de tabous, malgré d'ailleurs une information que j'ai eue ces derniers jours. Il y avait une façon de pouvoir estimer indirectement la prégnance de l'immigration en France concernant les populations extra-européennes. Ce moyen, c'était en sachant le nombre de dépistages sur une maladie qu'on appelle la drépanocytose, qui affecte majoritairement, même je dirais essentiellement, les personnes qui sont originaires d'Afrique. Donc ça peut être des Français ou autres qui sont d'origine noire ou africaine et qui habitent par exemple aux Antilles. Mais à partir du moment où vous avez une souche africaine, vous êtes susceptible d'être sensible plus que tout le monde à cette maladie. Donc, avec les statistiques issues du dépistage qui ne sont faites que sur ces populations, on pouvait savoir. Et apparemment, un organisme, une association, a demandé que cette méthode-là soit appliquée absolument à tout le monde, de dépistage, quitte à balancer un pognon de fou dans ce dépistage, de façon à ce que ne puisse pas y lire dedans des statistiques, je dirais, ethniques, de façon indirecte. Voilà, petit aparté. Maintenant, on va aller sur le vif du sujet. Donc, l'actualité du photovoltaïque. Alors, photovoltaïque et de la transition énergétique. Et tout ce qui tourne autour de ça. Donc, on n'est pas que sur le photovoltaïque, et vous le comprendrez, puisqu'en fait, globalement, l'actualité du photovoltaïque, c'est un des éléments importants pour la transition, mais c'est pas le seul. Et globalement, l'actualité, si je restais juste ce cadre-là, je vous répéterais toujours la même chose, c'est-à-dire une nouvelle installation à tel endroit, ce qui serait une très bonne nouvelle, mais on tournera en rond. Alors que l'actualité de la conversion et de la transition énergétique, c'est beaucoup plus vaste et c'est beaucoup plus enrichissant parce qu'on se rend compte qu'il y a une complémentarité. Allez, on avance. Donc là, j'avais envie de vous proposer cette vidéo, d'ailleurs, que je ne pourrais peut-être plus vous proposer dans quelques temps. Cette autre vidéo, d'ailleurs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette vidéo est issue d'une chaîne de télévision et il y a des règles qui sont sorties en Europe. Alors elles ont été annulées, modifiées, je ne sais plus trop où elles en sont, mais en fait qui visent à préserver l'exclusivité des contenus audiovisuels sur Internet pour, par exemple, les youtubeurs qui utilisent des séquences vidéo pour faire des trucs humoristiques ou caricaturaux, voire même pour faire de l'actualité politique, ne puissent pas l'utiliser sans avoir à verser des royalties ou sans se voir interdire de diffuser leur contenu. Donc ça, c'est un truc en cours. Alors on nous dit, voilà, c'est pour préserver, ainsi de suite. Bon, moi d'ailleurs, j'y vois ni plus ni moins qu'un instrument supplémentaire de censure au niveau de l'Union européenne pour préserver les intérêts de la démocratie européenne. Pourquoi je pense cela? Parce qu'en fait, on pouvait reprocher à une certaine époque que l'information qui était diffusée alternative était non factuelle, c'est-à-dire complotiste, imparfaite, enfin tous les qualificatifs qu'on pouvait leur donner, infox, alors que maintenant il n'y a absolument plus besoin de se reposer sur des sites comme ça, il y a juste à suivre l'actualité dans tous les médias internet par des sites et des structures tout à fait sérieuses, en faisant l'amalgame de ces informations et en les relayant, il y a juste à faire ça et à suivre un peu ce statut pour se rendre compte qu'en fait, il n'y a plus besoin de sites alternatifs pour faire de la vraie information et avoir le vrai fond du fond. Donc, ils perdent le contrôle de l'Internet, également au travers des sites qui diffusent de la vraie information et qui sont accrédités pour diffuser la vraie information, étant donné que ces sites sont obligés de venir à cela parce qu'ils ont nécessairement besoin de pognon et de visibilité, sinon ils disparaissent. Donc, je propose ce contenu
en donnant toujours des infos complémentaires puisqu'elles me viennent à l'esprit au fur et à mesure, puisque j'ai le droit de vous le proposer. Alors, on va le regarder quelques instants, j'ai trouvé ça excellent, même 1 minute 23, allez, on le partage ensemble. C'est le Pierre des Vosges, c'est une pierre en comment? En grès des Vosges, c'est le grès des Vosges. Ah, Big. YouTube lag un peu. Elle donne une bonne météo. Alors, évidemment, c'est la météo de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Et c'est toujours juste. Toujours juste. Vous êtes jamais tombé à côté? Non, jamais. Bon, j'ai un problème avec ça lag. Je vous mettrai le lien, bien sûr. Vous la regarderez en entier, vous allez voir, vous vous fendrez la gueule. Parce qu'en fait, ça Pierre des Vosges, c'est extraordinaire. C'est juste, en fait, le bon sens commun, quoi. Le bon sens commun, c'est ce que je prône toujours. Le bon sens commun. Oublions un peu toute cette communication. Et puis, refions-nous un peu à nos sens. Et à notre bon sens, à ce qu'on perçoit, ce qu'on analyse. Pour nous dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe ou quelque chose qui se passe pas. Allez, on avance. Alors, on m'avait conseillé de mettre et d'utiliser Adblock pour faire cette page d'actualité. J'ai été obligé de supprimer Adblock puisqu'en fait, tous les sites qui diffusent du contenu, tous les sites officieux qui diffusent du contenu ont un système qui contrôle si vous bloquez pas les publicités. Et à partir du moment où vous faites cela, eh ben, ils vous bloquent l'accès à leur page. Voilà. Donc, c'était une très bonne idée. J'ai expérimenté et puis je dû revenir en arrière. Donc, vous allez bouffer de la pub. Alors, on passe à la Belgique. La Belgique aura-t-elle encore de l'électricité en mois de novembre? Donc, je crois qu'on va reparler de la Belgique un peu plus tard. Hein. Les onglets sont, enfin, les informations, je les fais venir dans l'ordre qu'elles apparaissent chronologiquement. Donc, plus tard, vous allez avoir une petite info sur la Belgique. Alors, la Belgique a un problème d'approvisionnement puisqu'étant donné que son parc nucléaire est quasi totalement à l'arrêt. Voilà, donc je vous la fais courte. Vous comprenez l'intérêt, si vous voulez, d'un raisonnement, de mon raisonnement qui est de mettre des installations photovoltaïques avec de l'autonomie. Parce que quand les pays rentrent dans une démarche du démantèlement du parc nucléaire, ou qu'il y devient, ou qu'il y a un problème d'obsolescence, de fiabilité et de taux de fonctionnement, petit à petit, le risque de coupure électrique s'amplifie. Voilà, c'est ma philosophie. Je considère qu'en fait, il va y avoir une dégradation des services et une augmentation des coûts. Donc, je me démerde moi-même pour produire ma propre électricité le plus possible. On passe à la suite. Ah, allez, un petit pop-up. France 3. Alors, Grand Pavois de la Rochelle, une entreprise de Guéret a mis au point un aspirateur des mers. Donc, regardons l'image. Donc, ça m'a intéressé. Pourquoi? Parce que bon, l'appareil est fait pour faire un certain travail, une noble tâche, et on voit qu'il est tapissé de panneaux solaires. D'un petit panneau solaire souple qu'on trouve dans le commerce. Hein. C'est pas des choses qui sont sorties de Mathusalem. Donc, ce qui m'intéresse, c'était de montrer qu'en fait maintenant, le photovoltaïque et le stockage avec des batteries permet d'avoir des systèmes totalement autonomes. Imaginez peut-être même, et c'est peut-être même déjà le cas, des petites tondeuses que vous achetez à 2-3 000 euros, vous allez poser dans un coin avec un système qui va délimiter votre jardin, avec un fil de fer qui va être détecté, qui va émettre une onde radio certainement, et qui va détecter le porteur de votre pelouse. Votre appareil ira s'auto-charger, se charger tout seul sur sa borne, et ce grâce à par exemple les panneaux solaires de ce type-là. Voilà, donc le photovoltaïque, c'est l'autonomie, mais pas que pour nous, quoi, y compris pour les dispositifs qui peuvent nous aider au quotidien. Je vais déplacer ce petit onglet, bien utile pour ma propre sécurité. Ah oui, allez, vu qu'on va parler un peu d'autre chose. J'ai reçu cette semaine un email, d'où l'utilité d'avoir un antivirus qui contrôle l'accès à votre webcam. Et d'où également un tracteur. On va attendre. C'est la campagne, je vous l'ai dit, je suis à la campagne. Le scotch.
le scotch que l'on met devant la webcam. Donc j'ai reçu cette semaine un email en anglais d'Andreas, je sais plus quoi, qui m'ordonnait de lui verser 6 000 $ ou euros, je sais plus, sur un compte, alors la monnaie, là, comment on appelle, en Bitcoin. Sinon, il allait diffuser les images qu'il avait capturées de ma webcam, dans lesquelles j'avais des pratiques sexuelles immorales. Donc, si vous, comme moi, de temps en temps, vous allez sur les sites porno, ne mentez pas, mettez le petit scotch, voilà. Et puis utilisez un antivirus. Alors moi, c'est Kaspersky qui, lui, est là pour autoriser ou pas l'utilisation de la webcam par un site internet, par une application tierce. Le petit scotch, n'oubliez pas. Alors, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que je suis sur les sites pornographiques? Ah, allez savoir. Bon, donc on passe à la suite. Je remets le petit truc en bas. Alors, la plus grande centrale photovoltaïque de la région inaugurée dans l'Allier. Alors, j'ai trouvé cette... bon, l'initiative, je la trouve forcément excellente, mais j'ai trouvé cet article excellent, France Bleu, puisqu'il nous donne pas mal d'informations techniques. 150 000 panneaux, ça c'est déjà une donnée intéressante. Un investissement de 16 millions d'euros, c'est une donnée intéressante. L'électricité est vendue entre 7,5 et 7,8 euros le kilowattheure. C'est une donnée intéressante. Voilà, en fait, cet article est génialissime parce qu'il nous donne des informations concrètes sur le coût de ces installations et leur, entre guillemets, leur rentabilité et leur amortissement. Mais pas que. Donc, elle doit rapporter, par exemple, 67 000 euros par an. Donc, c'est vraiment des données super intéressantes. Ensuite, je crois qu'il y avait, donc ça peut alimenter 10 000 foyers. Donc 10 000 foyers, on va dire 4 personnes par foyer, 40 000 personnes. Ça vous donne des idées concrètes sur ce qu'il faut. Et alors, c'est un peu dommage. 31 hectares. En fait, vous prenez cet article, vous mettez ces données dans un tableau Excel et vous faites des calculs dans tous les sens. 31 hectares, je vais exagérer, mais ça représente peut-être 40 terrains de foot. En fait, avec une superficie de 40 terrains de foot et la technologie actuelle du photovoltaïque, vous pouvez alimenter une ville en électricité, une ville de 30 à 40 000 habitants en électricité. C'est pas une masse à faire, hein. Ça fait une belle petite surface, ça fait un peu de matériel, ça fait du budget, mais on parle quand même d'approvisionnement électrique. Alors tout ça, bien sûr, faut pas. Il y a la question du stockage énergétique, la nuit. Il faut considérer qu'un système qui n'est pas autonome fonctionne sur la base de la mutualisation des énergies et également sur la possibilité d'utiliser plusieurs sources d'énergie. Bon, par exemple, on va prendre l'éolien en mer qui est pour l'instant en France marginal. Je sais, il y a un vaste débat sur l'éolien, y compris sur l'éolien en mer. Mais bon, l'énergie photovoltaïque est une énergie qui fonctionne super bien en journée, mais la nuit, il faut avoir de l'alternative. Donc moi, je pense que je vais utiliser cet article pour faire un topo sur le photovoltaïque. Alors, comment Tesla sécurise l'approvisionnement en lithium pour ses batteries? Alors, Ganfeng fournit 20% de sa production à Tesla. Donc on s'aperçoit en fait qu'il y a un truc en cours, c'est que la Chine, et ce qui explique aussi l'investissement de la Chine en Afrique, il y a une guerre mondiale pour l'accès aux métaux, enfin aux terres rares, qu'on va les appeler. Et donc Tesla, lui, est pieds et mains liés avec ceux qui détiennent le monopole de ces fameuses terres qui vont servir à faire du photovoltaïque pour ce qui est du photovoltaïque, mais c'est pas trop le cas de Tesla, et principalement pour les batteries. Donc Tesla est obligé de sécuriser ses approvisionnements, y compris de travailler avec la Chine, alors qu'il y a une guerre commerciale monstrueuse entre la Chine et les États-Unis. Alors Tesla qui a des problèmes, hein. Tesla, dans la branche automobile de Tesla, qui a beaucoup de problèmes. Il y en a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que Tesla va couler ou pas? Tesla coulera pas, Tesla sera sauvé, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Tesla est un modèle industriel et financier qui pour l'instant a bien des lacunes. Alors, affaire Areva, la monstrueuse amende qui menace la France. Alors, on est sur des sommes qui ne sont pas... Voilà. Le groupe nucléaire pourrait se voir réclamer 24 milliards d'euros par la justice américaine dans une affaire de corruption aux États-Unis. 24 milliards. Alors bon, ça rentre exactement dans le dispositif que je vous avais énoncé. C'est le système protectionniste américain qui se protège et qui cherche à détruire tous les concurrents à travers le
l'externalisation du droit sur le dollar américain et du droit américain sur les autres nations. Donc là, c'est un peu... Alors là, je dirais que c'est un peu plus légitime, étant donné que c'est des actions qui se sont passées qui se seraient passées, parce qu'elles peuvent être fausses, aux États-Unis, et donc qui seraient légitimes. Par contre, la même infraction commise par des entreprises françaises aux États-Unis, en France, serait pas sanctionnée de la sorte, même peut-être pas du tout, ça passerait au travers, comme on sait. Mais une entreprise américaine qui aurait commis les mêmes actions aux États-Unis ne serait pas poursuivie du tout. Il s'agit d'un dispositif de protectionnisme. Nous avons une guerre qui est économique, qui est lancée entre la France, l'Allemagne et les États-Unis. Et les États-Unis vont tout faire pour nous faire des croche-pieds, étant donné que nous avons décidé que les États-Unis étaient plus fréquentables depuis que c'était M. Trump qui était au pouvoir, alors qu'il l'était avec M. Obama et qu'il l'aurait été tout autant avec Mme Clinton. Alors, je vais balancer ma pierre à l'édifice, rajouter ma pierre à l'édifice, mais balancer, c'est plutôt fait pour casser. Je rappelle, et vous pouvez sourcer, monsieur Obama, qui est un des cofondateurs de Daesh. Hein. Je vais peut-être choquer, mais potasser le sujet, et vous verrez que, puis si vous n'êtes pas d'accord, ben vous me dites, ouais Laurent, tu merdes un peu là, d'ailleurs tu fais un hors-sujet. Je dis non, je fais pas un hors-sujet, puisque si on parle Daesh, on parle Moyen-Orient, on parle pétrole, on parle énergétique. Voilà, vous avez compris. Allez, donc il semble que les États-Unis aient décidé de littéralement exploser la branche nucléaire française. Ça a été fait avec Alstom, et la mainmise sur la technologie des turbines qui sont utilisées à la fois dans les centrales, à la fois dans nos sous-marins, et puis sur nos avions éventuellement, sur nos bateaux, nos navires. Donc voilà, hein, si on veut maintenant avancer dans le nucléaire en France, on doit demander l'autorisation aux États-Unis. Si les États-Unis décident de nous interdire, de nous couper tout, nous n'avons plus de nucléaire, c'est-à-dire notre parc nucléaire s'arrête. Voilà. Petit clin d'œil à Macron qui disait durant la campagne non, j'étais pas au courant, alors qu'il était partie prenante entièrement dans le dispositif. D'ailleurs, Macron qui a beaucoup de mal tout de suite. Hein. Il a du mal. À l'affaire Benalla, l'affaire avec son copain aux Antilles, hein, Saint-Marin. Et puis apparemment, Madame Macron, qui là se serait fâchée tout rouge avec Macron, lui disant maintenant, il faut arrêter les conneries. Et il y aurait des informations qui diraient que, hein, mais cela ne nous regarde pas, Madame Macron voudrait peut-être se barrer. Bon, c'est des rumeurs internet par des sites people, mais bon, ça fait plaisir d'en parler un peu. Allez, on avance. Alors, Autosolar, c'est un site internet de vente de matériel photovoltaïque en Espagne. C'est l'équivalent de What You Need. Je les ai contactés plusieurs fois pour avoir des informations. Ils ont des offres de prix et de matériel qui sont très intéressantes, tout autant que What You Need. Des prix de pause en Espagne très intéressants. Après, voilà, j'ai pas testé. Je connais personne qui a testé. Le jour où je sais que, je vous dirai. J'ai des personnes en Espagne là qui commencent à se poser la question du solaire et je les ai orientés vers eux, notamment pour voir un peu ce qu'il en est. D'ailleurs, en Espagne, les lois devraient changer sur le photovoltaïque. J'en ai déjà parlé sur le photovoltaïque en Espagne, c'est assez particulier. En fait, je vais en reparler vite fait. Les Espagnols croient qu'ils n'auraient le droit de rien faire en photovoltaïque, alors que c'est faux, c'est quasiment les mêmes règles qu'en France. Mais bon, voilà, les médias ont communiqué pour que les Espagnols n'installent pas de photovoltaïque. Et donc, ils ne l'ont pas fait de peur du grand méchant. Alors, je reviens. Donc là, il s'agit d'un article qui traite d'un étudiant chilien qui a inventé un système d'urgence avec photovoltaïque, une toile de tente rétractable avec un système photovoltaïque pour l'autosuffisance. Voilà, c'est pour vous dire que le photovoltaïque, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire quand vous posez le truc et vous avez l'électricité. Alors un peu, beaucoup, mais vous avez de l'électricité, chose qui maintenant est incontournable. Allez, on avance. Alors, nouvel observateur, construire 6 EPR, de plus, l'industrie nucléaire est dans la fuite en avant. Voilà, donc mon avis sur la chose, mon humble avis, ce système ne fonctionnera jamais comme les autres et ça va contribuer au fiasco français de la technologie nucléaire et de l'approvisionnement électrique globalement. Allez, on continue.
Alors, Actu Environnement, super site d'information. Électricité à partir du biogaz, 13 000 MW de raccordement dans le premier semestre 2018. Voilà, donc ça prouve qu'on peut stocker de l'électricité sous diverses formes, hein. Il y a l'hydrogène, il y a les batteries, donc directement l'électricité dans les batteries, et puis directement les biogaz. Et puis peut-être d'autres choses, quoi, hein. Les barrages. Voilà, donc on voit qu'il y a des choses qui avancent. Pas assez vite, mais on voit qu'il y a des choses qui avancent. Alors, le web de demain. Donc, Énergie Solaire, il lance la première centrale citoyenne à Paris. Alors bon, je vous proposerai le lien, si ça vous intéresse de savoir, des panneaux photovoltaïques pour 600 foyers par an. Tout à l'heure, je vous parlais de ce projet qu'il y a eu dans l'Allier, là où on avait des données concrètes. Imaginez une ville, comme Paris, avec les surfaces de toit qu'il y a, et celle-ci recouverte en superposition de panneaux solaires. Imaginez. Alors je sais, les panneaux solaires, le recyclage, on va reparler un peu plus tard. Mais imaginez, quoi, hein, on n'est pas sans solution, hein, c'est terrifiant, on n'est pas sans solution. Ah, bah justement, j'ai pas choisi l'ordre, hein, c'est la chronologie d'apparition dans mes news sur quand je les vois apparaître et que je les conserve au chaud pour vous les reproposer. La France est en retard pour l'autoconsommation d'énergie. Alors sachez, je le rappelle pour les novices, qu'en gros, si vous êtes malin et que vous savez prendre de l'information, un kit d'autoconsommation de 3 kW crête avec un onduleur et qui fait de la réinjection de l'autoconsommation, vous en avez, allez, au max, pour 3 500 € si vous savez le poser vous-même. Ensuite, il y a le consuel, il y a les assurances aussi, informez et demandez à vos assurances. Et puis ensuite, il y a forcément le raccordement EDF, les autorisations, l'administratif à faire avec la mairie pour l'autorisation de travaux, les règles d'urbanisme, ainsi de suite. Mais si vous êtes quelqu'un qui savait monter un projet, sachez en gros que le matériel maintenant pour faire de l'autoconsommation, pour produire 3000 à 4000 kWh par an, ça dépendra de votre région en fait, hein, si vous êtes plein sud ou plein nord, le matériel maintenant, il est donné. Moi, je considère 3500 € de matos, il est donné. Alors vous pouvez faire des coûts et même descendre à moins cher que ça, hein, mais il faut vraiment être un peu plus spécialiste. Donc on est en retard sur l'autoconsommation. Grossièrement et foncièrement c'est vrai, on ne nous donne pas d'infos. L'État ne nous donne pas d'infos. Les médias nous en donnent, mais il faut vraiment être quelqu'un de la partie, je dirais comme moi, à minima, pour pouvoir faire le tri là-dedans et se dire je vais pouvoir avancer là-dessus. Si vous êtes monsieur lambda, vous êtes dans la merde et vous êtes impossible d'avancer sauf en passant par une boîte avec les risques qu'on connaît. Alors, consommation, justement. Alors là, c'est 24matin.fr. Consommation, les arnaques à l'installation de panneaux solaires en forte augmentation. Forcément, à chaque fois qu'il y a au niveau du gouvernement des nouvelles mesures pour favoriser l'essor d'une branche, ça peut être dans le photovoltaïque ou tout un tas d'autres, il y a une demande du public, et s'il y a une demande, il y a une offre. Et donc il y a des gens qui vont profiter de cette offre pour placer de la merde. Voilà, donc le message, je le répète, renseignez-vous, ne vous faites jamais forcer la main et prenez votre temps et demandez des devis à plein de boîtes différentes et demandez l'avis à des gens qui ont installé du matos par une boîte ou par une autre. Prenez votre temps. Un projet photovoltaïque, pour moi, c'est pas sur un coup de tête, ça se réfléchit sur 2 ans. D'autant plus qu'on va vous vendre des installations entre 8 et 25 000 € à peu près. Donc prenez votre temps. Alors, des centrales électriques aux mains des habitants et ça marche. Voilà, donc on voit qu'il y a plein de projets. Je ne les relaye pas tous, hein, mais il y a plein de projets qui fleurissent au niveau des communes, des villes, pour l'autonomie et la production énergétique par nous-mêmes, quoi. Alors, non pas à titre individuel, mais à titre collectif, sur les bâtiments publics, voire même sur des terrains qui deviennent publics, qui peuvent être achetés. Ce petit onglet me casse les couilles. Allez, on avance. Un peu de science. Les scientifiques viennent d'inventer un moyen plus simple pour convertir la lumière du soleil en carburant illimité renouvelable. Voilà. Donc, les scientifiques inventent la photosynthèse appliquée à la production d'énergie électrique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Je vous laisse l'article. Bon Dieu d'onglet qui m'emmerde bien. Est-ce que je peux le cacher? Masquer la notification. Voilà, je peux le cacher. Je vous mettrai le lien. Et on avance. Donc comme quoi ça avance, il y a de la recherche. Ouest France. Alors, un petit article, une petite publicité aussi qu'on va essayer de fermer. Côte d'Armor, ses factures d'électricité d'EDF explosent depuis qu'il a installé le compteur Linky. Donc 112 € contre 120 l'année dernière. 1018 € contre 120 l'année dernière. Bon, c'est pas un cas rare, hein, c'est un standard. Tiens, il est réapparu. Bon, écoutez, on va faire comme ça. On va serrer les fesses, attendre que ça passe. Alors, contrepoint. Justement, vous parlez de Tesla, la déconfiture attendue de Tesla. Je vous laisse l'article. En gros, en fait, le projet Tesla, du point de vue industriel et du point de vue de la rentabilité financière, il y a un gros problème. Le problème n'est pas sur la technologie, le problème c'est sur le prix de la technologie, la capacité de produire. Et puis les problèmes d'accès aux ressources, quoi, les terres rares, celles dont on parlait tout à l'heure. Allez, on avance. Il faut que j'aille assez vite parce que j'ai un peu de monde. Alors, un petit article intéressant, CFE des agriculteurs et panneaux photovoltaïques. J'ai fait une vidéo vous expliquant et décortiquant en gros un projet photovoltaïque dans le cadre d'un agriculteur, d'un paysan. Combien pouvait lui coûter l'installation. Je vous avais donné une base qui vous permettait de savoir combien coûtaient ces installations et la rentabilité en restant dans des ordres de grandeur qui pouvaient être à peu près vérifiables et justes. D'ailleurs, beaucoup de gens ont visionné la vidéo. J'ai pas eu d'informations me disant que l'estimation que j'avais faite était fausse. Et j'espère qu'il y a des gens du métier ou des gens qui ont expérimenté, qui ont pu valider ce que j'ai balancé comme information et comme déduction de toutes mes recherches sur ce sujet. Donc la CFE, alors la CFE c'est la taxe foncière appliqués aux bâtiments pour les agriculteurs et notamment ceux appliqués pour les panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être assujetti à des ponctions si vous avez des installations avec des panneaux photovoltaïques et que vous êtes agriculteur et vous faites l'exploitation et de la revente. Alors, Air Liquide ouvre un site pilote de production d'hydrogène décarboné. Voilà, donc on parlait des solutions de stockage. L'électricité, ça peut se stocker sous forme d'hydrogène. Alors d'hydrogène, j'essaie d'approfondir mes connaissances là-dessus. Je lis, j'ai encore bien du mal à synthétiser le truc. Par contre, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, à partir du moment où vous allez convertir, en fait, l'hydrogène, un moteur à hydrogène, par exemple pour une voiture électrique à hydrogène, hein, la pile à combustible, à partir du moment où vous allez produire de l'hydrogène ou le stocker et que vous allez restituer ça sous forme électrique pour propulser une voiture, ou alors pour alimenter une maison, le rendement est de l'ordre de 30%. Voilà. 100% de l'hydrogène n'est pas utilisé, voilà, c'est que 30%. C'est ce qui fait que tout de suite, le coût des installations et la viabilité du truc est un peu merdique. Alors vous me direz, 30%, on est sur l'ordre de grandeur, en gros, des moteurs thermiques type essence ou diesel, hein, 30-40%. C'est un peu les mêmes ordres de grandeur. Pour vous dire que c'est pas non plus la catastrophe. Mais bon, voilà, il y a une technologie qui a un certain coût et c'est pas encore totalement vulgarisé, même si ça ne l'est pas du tout. Donc voilà, solution de stockage d'électricité. Alors, compteur Linky inédit s'interdit d'entrer dans les domiciles sans autorisation. Le tribunal administratif de Toulouse a accordé mardi l'interdiction pour Enedis d'entrer dans les bâtiments et les maisons sans accord de leur propriétaire des occupants pour installer un compteur Linky. Voilà, donc il y a eu beaucoup de polémiques suite à ce que j'appellerais maintenant une jurisprudence. Donc sachez que bien avant ça, les gens n'avaient pas le droit d'entrer chez vous sans votre autorisation. Donc là, d'autant plus. Allez, on continue. Alors, voilà, je ne vais pas vous laisser la vidéo en entier. Une superbe initiative. Ça, c'est ce genre d'initiative qui vous mettent la larme à l'œil. C'est des gens qui se sont dédiés à utiliser du matériel électrique recyclé, hein, qui va être sur des vélos électriques ou autres, pour modifier des fauteuils roulants
et leur apporter une propulsion électrique pour que les gens aient beaucoup plus d'autonomie, pour les gens qu'on appelle, enfin les handicapés, les gens à mobilité réduite. Bon, on est dans du politiquement correct, je suis obligé de dire autonomie réduite, alors que bon, on dit tous handicapés, quoi. Il y a des mots plus simples. On est dans le monde maintenant où il faut utiliser un vocabulaire. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai pas. En fait, si, j'avais, mais c'est que j'ai 2 comptes. YouTube et non, j'en ai bien plus, et en fonction des comptes, bon. Donc voilà, superbe initiative, et puis quand vous voyez le mec repartir, on va essayer de trouver l'image, qui repart avec son... Hop, allez, on va regarder ça. Ça a été rapide. Enfin voilà, l'électricité embarquée, c'est extraordinaire. C'est de la mobilité. Et on passe à la suite. Alors, c'est un peu lent, hein. Alors, Chine, la bombe à retardement des panneaux solaires. Alors, la Chine est dans une dynamique extraordinaire du point de vue du photovoltaïque. D'ailleurs, son industrie est en train d'exploser toutes les industries occidentales, étant donné que les industries occidentales et les États occidentaux, France, Allemagne, Europe, avaient eu l'excellente idée de ne pas faire de protectionnisme, c'est-à-dire de ne pas privilégier leur boîte. Donc la Chine est arrivée avec sa capacité de production à bas coût, et a inondé le marché et a fait fermer toutes les boutiques, quasiment toutes les boutiques allemandes, quasiment toutes les boutiques françaises. Et là, une deuxième couche, les dernières taxes qui pouvaient en fait faire en sorte que le matériel chinois n'allait pas inonder l'Europe, a été levée. Voilà, l'Europe a baissé son calbut devant la Chine. On ne baisse pas notre calbut que devant les États-Unis pour ce qui est plein de domaines, ou Israël concernant la géopolitique. Hein, on baisse le calbut devant tout le monde. Ce qui nous caractérise, d'ailleurs, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour, par exemple, les dames qu'on appelle les prostituées, mais j'y suis jamais allé. Là, pareil, je vous l'atteste. J'ai beaucoup de respect, mais ces dames, au moins, ces dames, quand elles vendent leurs services, elles ont de l'argent en contrepartie. Et elles y gagnent quelque chose. Alors, je sais, elles préféreraient sans doute faire 10 000 autres métiers. Mais bon, c'est des accidents de vie. Par contre, nous, en France, on baisse notre calbut. On se fait, on utilise le vocabulaire, on se fait enculer par nos responsables politiques, mais également par tous les autres pays autour. On se fait mettre. Et par contre, on ne se fait pas payer. Ben non, on ne se fait pas payer à sa juste valeur. Donc quand tu ne te fais pas payer à ta juste valeur, au bout d'un moment, tu mets la clé sous la porte. Allez, alors, je reviens sur le problème de la Chine, oui. Effectivement, la Chine fonce dans le photovoltaïque, mais n'a pas en place de filière de retransformation, de traitement, de recyclage de panneaux solaires. Donc, elle aura des gros problèmes. Franchement, je doute que la Chine ait ce problème-là. À l'instant T, effectivement, si on fait le constat à l'instant T, elle aura ce problème. Quand on connaît la réactivité de la Chine, ça va être simple ce qui va se passer. En France, il y a une première usine de retraitement, et il y a des moyens de retraitement qui apparaissent en France et en Europe, de recyclage, plus ou moins parfait, plus ou moins complet. D'ailleurs, pas complet à 100%, mais ça s'améliore. Une fois que cette technologie sera en place, qu'est-ce que vont faire les Chinois? Ils vont la pomper, et très rapidement. Donc ils demanderont peut-être à une boîte de venir, puis ensuite ils prendront le modèle de l'entreprise, ils feront un copier-coller, et puis reproduiront ça à l'infini pour faire du retraitement. Donc moi je ne suis pas très alarmiste. Les Chinois, ils sont bien loin d'être aussi cons que nos décideurs à nous. Alors, en image, supermarché pris d'assaut, rue déserte et bâtiments calfeutrés, les États-Unis méconnaissables avant le passage de l'ouragan Florence. Alors, pourquoi je vous pose ça? Vous savez que moi je suis très sensible à ce qu'on appelle la notion d'effondrement, la collapsologie. Je ne suis pas collapsologue, mais je crois dur comme fer qu'on va aller face à un mur. Mur à cause de la raréfaction du pétrole, parce que la transition énergétique, aussi rapide soit-elle, ne parviendra jamais à remplacer le pétrole. Et puis également l'effondrement d'écosystèmes. Moi je ne parle pas réchauffement climatique.
Pour moi, le réchauffement climatique, c'est un faux problème. Ça a déjà eu lieu dans les millénaires. Ça se reproduira par la suite. Est-ce que c'est d'origine humaine ou pas humaine? C'est un débat. Et je ne nie pas ce réchauffement, il est factuel. Par contre, qu'il y ait une variation de 3 degrés et une montée des océans ou une descente des océans, bon, ça crée des problèmes, instabilité climatique, ouragan, enfin, augmentation en nombre et en violence, apparition de ces événements climatiques à des endroits où il n'y en avait pas. Bon, tout ça, c'est une réalité. Mais bon, je dirais en quelque sorte, c'est la loi de la nature. La nature reprend le dessus. Par contre, là où je pense que la nature n'est pas en train de reprendre le dessus, c'est-à-dire qu'on est en train de laminer les espèces animales et végétales, on est en train de tuer l'écosystème littéralement. Et pour moi, le vrai problème, il se trouve là pour notre environnement, plus que dans le réchauffement climatique. Voilà. En fait, on occulte la réalité de l'effondrement des espèces et de la végétation, de la faune et de la flore, par le débat sur le climatique, alors que le vrai problème, il se trouve là. Donc on va face à 2 murs très rapides, à l'échéance 20 ans, je pense que pétrole, on est tous d'accord, hein, ça sera joué. Et ensuite, l'écosystème, vous avez qu'à regarder autour de vous, il n'y a plus un moustique dans les campagnes. Et les abeilles crèvent. Et on décide de continuer à laisser utiliser pour l'agriculture massive tous ces produits, et dans l'industrie, on va utiliser tout un tas de produits également. D'ailleurs, combien d'entre nous utilisent encore, par exemple, du Roundup ou assimilé pour ces jardins? Combien? C'est une question à se poser. Moi, j'en utilise plus depuis que j'ai compris que c'était de la merde, et ça fait bien chier puisque je suis obligé d'enlever les mauvaises herbes, alors mauvaises entre guillemets, hein, mais là où je voudrais pas les voir, à la main. Et ça coûte du boulot. Ça fait une bonne 7-8 ans. Ça passe par nous, les changements. Alors, un article qui n'a rien à voir, mais il m'a fallu la rajouter dans le truc. Les compagnies aériennes en croisade contre la privatisation des aéroports. Alors l'article date d'un peu, mais je trouvais génial. Donc, quand des compagnies aériennes privées pestent contre la privatisation des aéroports, je vous la fais courte, hein, Nice, Paris, enfin ainsi de suite, puis tous les aéroports en Espagne d'ailleurs, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que les compagnies aériennes savent pertinemment qu'à partir du moment où vous privatisez, que ce n'est plus un système de service public, la notion de rentabilité et d'actionnariat et de reversion de dividendes fait qu'il y a des réductions de coûts et donc de personnel, de services, pour continuer à verser des dividendes et jouer sur les actions. Donc les entreprises font du bénéfice, ne font plus du service public, et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Le service est moins bien rendu. Donc ça, c'est les boîtes privées elles-mêmes qui le disent, sur les boîtes privées. Voilà, hein, donc je peux pas dire mieux pour dire non, il faut continuer à être public et à détenir nos propres solutions. Alors, ce qui s'applique ici s'applique pour l'énergie, l'électricité par exemple. Voilà, vous comprendrez. Privatisation des barrages, et j'en passe. Hein, Enedis, CNJ, enfin j'adore toutes ces boîtes qui apparaissent avec des noms qui ressurgissent, avec des I, avec des A. D'ailleurs maintenant on est tout en I, hein, je crois. Hein. Voilà, dès qu'on veut vous la mettre et dire regardez c'est une super boîte, c'est un bon produit, ça sera tout en I ou en A. Mais plutôt en I. Alors on passe maintenant sur la partie technologie, et puis... Bienvenue au festival French Touch Renault. Allez, Bon là on coupe le son, la publicité, hein, comme je l'ai dit, la chasse anti-publicité ad bloc. Donc moins cher, les batteries sodium-ion remplaceront-elles bientôt les batteries lithium-ion? Là, le débat est lancé et il y a du boulot. Les gens bossent sur tous ces projets photovoltaïques et sur les capacités de stockage, y compris stockage dans les batteries, dans l'hydrogène, dans la biomasse. Allez. Alors, une nouvelle qu'on m'avait fait passer, mais que j'avais eu dans la même journée, de Dietrich dans une solution photovoltaïque pilotable à distance dédiée à l'autoconsommation. Et là, j'ai dit, c'est génial. Je me suis dit, c'est génial, mais j'ai déchanté. Et j'ai déchanté pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, de Dietrich, par exemple, vend de la machine à laver, quoi. Je me suis dit, tiens, de Dietrich va lancer un système que les gens vont pouvoir installer eux-mêmes. Eh ben non. Pour pouvoir installer ça, vous serez obligé, encore une fois, de passer par des professionnels. Hélas, en fait, c'est un produit qui sera distribué pour les professionnels.
moi j'attends fermement, et je pense que vous attendez tous aussi, des produits qui soient distribués, qui soient plug and play, quoi. Tu prends le bordel, tu le branches sur une prise dans ton mur, et ça fait le boulot, et puis automatiquement d'ailleurs, et tu as juste un document à remplir à l'achat du matos, qui va formaliser une convention avec EDF, pour que EDF sache que tu fais de la réinjection avec le dispositif que tu as acheté. C'est totalement possible. Comment? Par exemple, regardez comment vous pouvez très rapidement acheter des cartes téléphoniques rechargeables dans des centres faits pour ça. Imaginez un endroit où vous allez pouvoir acheter des kits, et en achetant le kit, vous achetez la convention qui permet de réinjecter. Alors bien sûr, il peut y avoir des clauses en fonction de votre localisation, de la non-capacité du réseau, pouvoir restituer le surplus, ainsi de suite. Mais tout ça ces solutions-là, clé en main, kit clé en main, sont totalement faisables s'il y avait une volonté politique et économique. Mais il n'y en a pas. Voilà, donc, dommage pour de triche. Voilà. Le grand marché, il passe plus par les professionnels, il passe par les particuliers. Alors que le solaire photovoltaïque affiche une croissance exponentielle depuis une dizaine d'années, la start-up Rosy se penche sur le recyclage des déchets de la production des cellules solaires. Le marché potentiel est énorme. Voilà, donc, je ne vais pas déballer le truc plus loin. Le truc, c'est histoire... l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de montrer qu'il y a quand même on est dans une dynamique, quoi. Et il y a de la formation, il y a des gens qui s'emparent de ces sujets, et on en parle. Pas assez au niveau du grand public, mais on en parle. Alors, changement de la page. Arrêtons cette transition énergétique. Alors quand on est honnête, je pense l'être, il faut poser le pour et le contre, et puis il faut éventuellement relayer, pas que des super nouvelles qui vont vous dire voilà, c'est fantastique, c'est merveilleux. Non, il faut aussi montrer que il y a des loupés, il y a des problèmes, et puis tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les modalités. Le stockage d'électricité c'est bien sûr la solution, mais il reste incroyablement coûteux. C'est une réalité. Alors, je voulais rebondir là-dessus pour parler société. Parler transition énergétique, abandon des énergies fossiles, abandon du nucléaire pour produire de l'énergie, ça nécessite deux choses. Ça nécessite que nous, particuliers, on change nos habitudes, mais ça nécessite aussi que les entreprises changent leurs habitudes. Il y a un truc qu'il faudra totalement abandonner, n'en déplaise au CAC 40, c'est le travail en 3-8. Quand la transition énergétique sera sérieusement envisagée, il faudra dire aux entreprises, non, vous ne pourrez plus utiliser de l'électricité la nuit pour faire tourner vos entreprises, il n'y en a pas. Donc, il va falloir que vous fassiez des horaires de travail qui seront ceux calqués sur le rythme de la nature, c'est-à-dire au rythme du soleil. En gros, pour les usines, pour tourner, grâce à leurs panneaux solaires, il faudra qu'elles tournent on va dire, de 9h du matin à 18h. Ça va dépendre des expositions et de la sollicitation en énergie. Vous comprenez le truc. Il est complètement fou de penser qu'on va pouvoir faire une transition énergétique avec les besoins énergétiques qu'on a sans changer totalement notre modèle de production industrielle, quoi. Il va falloir repenser le truc. Il va falloir refaire tourner les usines et le système globalement à l'heure du soleil. Ça paraît fou de dire ça. Non, c'est juste le bon sens que je vante chaque jour. Mais bon, vous comprendrez bien que les gens du CAC 40 vont pas vouloir. Ils vont pas vouloir. Puis les politiciens non plus. Allez. Alors, cas unique en Europe, ce refuge de Savoie est devenu autosuffisant grâce à l'hydrogène. Alors voilà, c'est le truc, c'est le dispositif qui permet de stocker de l'hydrogène et ensuite réutiliser l'hydrogène pour le reconvertir en électricité. Bon, les piles à combustible, ni plus ni moins. Donc ça fonctionne. Par contre, ce qui serait intéressant, et moi là-dessus, j'ai pas eu de retour. Pourtant, j'en ai lu. J'ai pas eu de retour. Je serais intéressé pour savoir les coûts et la composante technique pure de chaque. Mais le coût pour ce type d'installation, ça doit être. Ça m'intéresse, ça m'interpelle. Parce que j'aimerais bien une vulgarisation et une distribution pour les particuliers, quoi. Alors, vélo électrique. 380 km d'autonomie avec Delfast, c'est possible. Société américano-ukrainienne, Delfast a développé un vélo électrique équipé d'une batterie 3 kWh dont l'autonomie est 380 km roulant à 21 km/h. Il coûte 5 000 €.
5 000, oui, 5 000 euros. Alors, vous allez me dire, oh là 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 là. Bah écoutez, combien de gens achètent maintenant des VTT électriques pour faire du VTT? Et je trouve que c'est une très bonne chose, hein, je critique pas, avec des VTT qui vont être entre 4 000 et 6 000 euros. Voilà. Donc, alors je vous le dis honnêtement, ces moyens de locomotion, une personne, voire 2 personnes électriques vont exploser. Je suis allé à Lyon quelques jours et j'y ai vu un essor. Enfin, le nombre de personnes qui voyagent, qui circulent en vélo à Lyon est extraordinaire. Ça, c'est ce que j'ai vu. La ville est très super aérée et j'ai vu un truc dont je vais parler. Je pense que j'ai dû ouvrir un onglet pour ça. J'ai vu un système de location de trottinettes électriques. Alors, j'étais assez halluciné, hein. J'ai vu énormément de gens, y compris les gens qui avaient 40-50 ans, se déplacer en trottinette. J'ai vu des jeunes se déplacer en trottinette, les gens en vélo, et j'ai vu finalement très peu de gens avec des vélos électriques, globalement. Par contre, j'en ai vu quelques-uns qui se baladaient en trottinette électrique, soit leur propre trottinette, soit des trottinettes en location. Jusqu'au 1er décembre et un sac offert. Là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Donc, dans les grandes agglomérations, il va y avoir une explosion de ces systèmes. Après, le problème, c'est la rentabilité et la maintenabilité, la maintenance de tous ces dispositifs basés sur la location. Est-ce que c'est viable, pas viable? Il y a eu des échecs et des essais, alors pas forcément sur l'électrique, dans d'autres villes. On sait que ça a été des fiascos, notamment avec des véhicules électriques d'ailleurs, hein, Bolloré qui s'est planté. Mais bon, il s'est pas planté, hein. Il y a des subventions, des aides, tout ça, puis bon, combien il a... Les aides, elles se sont montées à combien? Mais bon, voilà, il y a un changement en ville, et un changement qui ira aussi du côté de la campagne, hein, parce que si en campagne, vous avez un vélo qui est capable d'aller à 20-30 km/h, que vous allez acheter 1 000 euros et qui va vous permettre d'aller acheter le pain dans la commune d'à côté sans revenir, même si vous êtes cardiaque, on est dans le monde de demain, quoi. Alors, Belgique. Alors la Belgique, on en a parlé au tout début, on y revient. Je vais réduire un peu l'écran. Le prix de l'électricité en hausse de 100 euros par famille, et ce n'est qu'un avant-goût. Alors en ce moment, il y a une vaste débat, vaste polémique en Belgique avec la production du nucléaire qui va en décroissance. Et la privatisation de la production et de la distribution d'électricité en Europe globalement, mais là le cas de la Belgique. Comme je l'ai toujours dit, quand vous voulez savoir en France comment ça va se passer, c'est simple. Vous regardez comment ça s'est passé dans les autres pays qui sont soumis aux mêmes contraintes et aux mêmes dictates de l'Union européenne. Enfin, donc des gens qui ont de l'argent. Bon, le principe, c'est vous faites privatiser les boîtes, vous les rachetez, hein, pas cher, et ensuite, une fois que vous les avez achetés, vous vous débarrassez de ce qui n'est pas rentable et vous vendez ce qui est rentable et à un prix croissant qui ne va absolument pas respecter, je dirais, les conventions qu'il y avait avant, c'est-à-dire vendre l'énergie pour un prix coûtant. Alors, là, en fait, les Belges, ils ont bien mal au cul et c'est pas fini. Et les Espagnols ont eu bien mal au cul, je vous en ai parlé, hein, des hausses de 25% d'électricité sur une année, d'une année à l'autre. Et les Belges, on va être sur des ordres de grandeur qui peuvent être de 10%, là, je pense. Donc moi, j'invite tout le monde à se poser la question, foutez du panneau solaire, foutez des systèmes de stockage avec batterie, et foutez à la porte toutes ces grandes compagnies électriques. Alors pas entièrement, progressivement, hein, passez au monde de demain. On a les solutions. Donc ça va se passer en France. Ben oui, on est en train de tout privatiser. Hein, et ne croyez pas que la concurrence va faire que. Non, la concurrence, vous savez comment ça se passe. Au début, il y a beaucoup d'acteurs. Non, au début, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Des gros. Ensuite, il y a des petits qui arrivent. Donc vous avez des gros et des petits. Et puis les petits font leur truc. Au bout d'un moment, les gros rachètent les petits, vous vous retrouvez plus qu'avec les gros. Et ensuite, les gros, ceux qui ont les plus de moyens vont racheter les plus petits des gros. Et vous vous retrouvez avec un monopole de 3-4 boîtes. Et qui, eux, vont se réunir devant des casse-croûtes, par exemple au marché du siècle, hein, au dîner du siècle, pardon, ou ailleurs. Elles vont faire des casse-croûtes et vont se dire, écoute, on est là pour faire de la thune, hein, les gars.
Donc, il ne faut pas qu'on descende en dessous d'une certaine marge. Donc, on va s'entendre à combien pour fixer un prix plancher bas. Et ensuite, on va se répartir le gâteau. Ça vous va? Et en général, ils sont tous d'accord. Et qui c'est qui trinque et qui c'est qui paye? Ben, c'est toi, connard. C'est toi, connard, parce qu'en fait, tout le matos qu'ils utilisent, les réseaux, c'est toi qui les as payés avec tes impôts. Pour les autoroutes, par exemple, ben, ça a été fait avec tes impôts. Et toutes les boîtes qui ont racheté les vieilles boîtes, ça a été fait, beaucoup de ces boîtes ont été faites avec vos impôts. EDF, ça a été bâti avec nos impôts, quoi. Les barrages ont été bâtis avec nos impôts, les centrales nucléaires avec nos impôts. Et tout ça passe du côté du privé. Ah, je suis farouchement contre ces privatisations. Et vous le comprendrez pourquoi, en payant les factures, vous allez payer. Dans le gaz y compris, hein. Gaz y compris. Alors, voyage à Lyon. Je voulais vous montrer cette page. Si elle veut bien s'ouvrir d'ailleurs. Ah, un petit peu de lag. Je suis en baladant à Lyon, dans le vieux Lyon. Je suis tombé sur une boutique. La devanture est extraordinaire. C'est l'appellation, c'est vélo électrique vintage. Alors, voilà, on va faire défiler l'onglet, si ça veut bien, parce que là j'ai un peu de problème. En fait, l'idée est génialissime, et à l'image du... Bon, le coût n'est pas... C'est dommage, ça rend pas. Leur site, je pense qu'il ne met pas en valeur leur vitrine. La vitrine de la boutique est extraordinaire. Vous avez des vélos qui sont en fait fortement inspirés. Ben, vous prenez le modèle sur la droite. Des motocyclettes qui pouvaient y avoir à une certaine époque. Et donc, vous avez des vélos magnifiques. Et là, du vélo électrique. Donc, le nom de la boîte se trouve là. Et si vous voulez la trouver, vous tapez vélo vintage à Lyon. Vous retomberez dessus. Alors, je suis déçu par le site. Non pas le site ne met pas en valeur le produit. Le site, en fait, le site, c'est trop un site qui est là pour être beau pour lui-même, mais pas assez pour le produit à mettre en valeur, alors que le produit, je vous assure, j'ai mis les photos sur YouTube de la vitrine, je vous assure que les produits eux-mêmes, prix brut de décrochage avec un simple appareil photo dans une vitrine, sont magnifiques. Vous êtes comme un gosse face à ça. Alors, petit article... Ah, alors voilà, toujours sur Lyon, j'ai vu, apparemment c'est tout neuf, une entreprise qui s'appelle Lime Espace S. Alors je ne sais pas si on dit Lime ou Lime, on va dire Lime S. C'est une boîte qui dispatche sur la ville de Lyon, centre Lyon, des trottinettes électriques. Voilà, vous les trouverez sous cette forme. Et les gens peuvent les prendre là où elles se trouvent pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc le système de location avec le téléphone, vous chargez l'application, vous faites ce que vous avez à faire et ensuite vous payez en fonction du temps de location. Je crois que c'est en gros 10 centimes d'euros la minute. Alors vous allez me dire, c'est hors de prix. C'est hors de prix, tout se discute. Imaginez un appareil de la sorte, vous tombez dessus, vous avez besoin d'aller à un point A à un point B. Par exemple, vous avez besoin de faire 4 km. 4 km en marchant, vous êtes à 45 minutes. Vous prenez cet appareil, vous êtes à 10 minutes. Et ça vous aura coûté, donc 10 minutes, 1 euro. Je crois que c'est ça le prix à peu près. Hein. Je trouve que le truc n'est pas si stupide que ça, puisqu'en fait, vous allez avoir une capacité de mobilité totale. Vous allez prendre l'appareil là où il se trouve, il faut avoir un peu de chance, et vous allez le poser là où vous allez arriver. Alors ensuite, il y a un business qui s'est monté. Disons qu'il y a des gens qui peuvent être rémunérés à recharger les vélos, qui ont une belle autonomie, enfin les trottinettes qui ont une belle autonomie. Et il y a un système fait pour recharger, de récolte des dispositifs. Donc là, cet article est intéressant parce que le mec, il explique, alors je pense pas que ça soit celui de gauche, hein, c'est peut-être que de la pub d'ailleurs, le mec explique ce qu'il fait, puis d'ailleurs, et puis que ça lui permet de faire un petit complément de rentabilité par rapport à son entreprise. Lui, voilà, son truc, c'est de recharger, de les récupérer et de les recharger. Alors, article intéressant. Donc, système intéressant. Je suis curieux de voir sur un an de recul ce que ça va donner en termes de rentabilité, puis en termes de maintenance, si dans un an, les trottinettes ne seront pas totalement explosées. Alors, en fait, les trottinettes sont géolocalisées par une puce. Donc, à l'intérieur, elles ont forcément une carte SIM. Et elles ont forcément une puce GPS, ce qui permet à tout un chacun de savoir où se trouvent ces fameuses trottinettes. Sans doute vous avec l'application, pour savoir si vous en avez une à côté. J'ai pas ouvert l'application, mais je raisonne avec la logique utilisateur-développeur, comme je développe sur Android.
Et ensuite, les gens, pour récolter, pour les recharger, savent où elles se trouvent, et ça, vous les trouvez comment les trouver, et pour les recharger, pour se faire de la thune en étant rechargeur officiel. Donc moi, c'est un produit, un système que je trouve génial, mais bon, voilà, la question de rentabilité, je sais pas trop. Sur ce, bah, on a pas mal voyagé, une bonne actualité, je pense, bien dense, j'espère y avoir mis de la vie, que le format, c'est pas un format casse-couille, hein, c'est-à-dire en gros, le but c'est d'avoir un format de vidéo, on est là à la terrasse du café, et puis je raconte mes conneries, quoi. Sur ce, bah, je vais sauvegarder cette vidéo, je vais la mettre en ligne, je vais essayer de perdre aucun lien et vous les reproposer dans la vidéo. Allez, à plus.